Donc à ce niveau-là du cours, donc, on vient de poser voilà, le contexte, voir dans les grandes lignes de quoi on va parler, quels étaient les grands acteurs. Et donc maintenant, on va petit à petit rentrer dans le vif du sujet. Donc on va toujours garder pour l'instant une vision d'assez haut niveau. Et on va commencer à regarder ensemble ce que l'on va trouver en fait sur une carte mère de PC. Donc là ici, il s'agit d'une carte mère de Core 2, donc une defunct carte mère de Core 2. Donc là ici, voilà, c'est le CPU ici, donc le GPP, General Purpose Processor. Donc ça, c'est le processeur généraliste. C'est ce dont on a commencé rapidement à en discuter ensemble. Et donc maintenant, on va essayer de voir en fait sur une carte mère, il y a tout un bazar là-dessus. On va essayer de voir en fait quels sont les services matériels proposés par une carte mère. Donc toujours, pour l'instant, on part du dessus. On découvre ensemble ce qu'il y a sur une carte mère. Et après, la grosse partie du cours, où on va se faire un petit peu plus mal à la tête, c'est rentrer dans le détail du processeur généraliste, vraiment voir ce qu'il y a dedans, comment il fonctionne. Et puis après, aller voir un petit peu comment travaille, ici c'est la DDR, donc la mémoire principale, voir un petit peu comment votre processeur travaille avec cette mémoire principale. Donc ça c'est la suite du cours, dans les heures qui vont suivre. Mais pour l'instant, on découvre ensemble quels sont les grands services proposés par une carte mère. Donc voilà, donc à ce niveau-là, on a vu qu'un processeur numérique à base de CPU, il travaille avec cette architecture-là. Donc le CPU, la mémoire, périphérique et bus. Donc une carte mère, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'elle nous propose la carte mère? Elle nous propose en fait tous les bus pour interconnecter tous les différents éléments de notre processeur. Et elle nous propose certains services. Donc elle nous propose des slots pour pouvoir plugger le processeur, la mémoire principale, donc notre DDR, et puis certains périphériques. Certains périphériques sont déjà embarqués sur la carte mère, on verra lesquels, en général sur une carte mère de PC classique, et des slots supplémentaires pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux périphériques à notre processeur. Donc en fait, elle nous propose également d'autres services, en fait, notre carte mère. Donc deux grands services qu'elle nous propose, c'est déjà une génération de l'horloge, de la clock. Donc en fait, les différents éléments constitutifs de notre processeur, donc le CPU, la mémoire ou des nouveaux périphériques, eh ben, ils vont tous travailler avec une référence d'horloge supplémentaire. Donc notre carte mère, elle a un composant qui ne sert qu'à ça, qu'à la génération de clock, et qui va dispatcher, répartir en fait les horloges à ces différents éléments. Ce qu'elle nous propose également comme service, c'est un service d'alimentation en fait. Parce que pareil, tous ces composants-là travaillent avec des niveaux d'alimentation différents. Et donc, on a toute une partie génération de l'alimentation et des différents niveaux de tension pour les répartir vers les différents processeurs. Donc, si on prend notre carte mère, donc, hop, on est ici. Donc, le CPU est ici. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le contenu, les différents éléments qu'on trouve sur notre carte mère. Par exemple, le composant qu'on rencontre ici, ça, c'est la génération d'horloge. Donc, ça, c'est juste un petit composant qui effectivement va générer l'horloge et la répartir après vers les différents éléments constitutifs de notre carte mère. Et puis la partie alimentation, eh bien, pareil, elle est répartie partout sur la carte mère. En gros, toute la glu électronique qu'on rencontre autour, ce ne sont quasiment que des composants pour l'alimentation. Donc tous les composants qui sont ici, les petits composants noirs, celui-là, celui-ci, etc. Il y en a partout, des petites sèves, des condensateurs. Donc tous ces composants-là, en fait, ce sont des régulateurs de tension et qui vont en fait répartir en fait l'alimentation sur toute notre board. Donc en fait, une grosse partie de la glu électronique qu'on compte sur une carte mère, c'est vraiment ça. C'est la répartition en fait, de l'alimentation et le dispatchage, la répartition des différentes références d'horloge, des clocks. Donc on avance un petit peu. Donc là, on voit un nouvel acteur du marché, Asus, donc un Taïwanais, en fait, qui est le leader mondial du marché dans le design de cartes mères. Donc il faut savoir que certains autres assembleurs de PC travaillent avec des cartes mères de chez Asus. Donc par exemple, Asus fournit des solutions matérielles, donc des cartes mères, pour Apple, pour HP, pour Dell, par exemple. Et donc Asus, à lui seul, pèse, on est courant 2012, à peu près 30% du marché des cartes mères. Donc, comme Asus, il y a de très grandes chances que votre carte mère sur votre PC soit portable, soit fixe,
Enfin, très grande chance, 30% en fait de chance, soit une carte mère de chez Asus. Donc c'est juste une petite remarque parce qu'effectivement j'ai déjà eu ce problème-là et je me suis déjà posé ces questions-là. C'est que sur chaque carte mère Asus, vous aurez en fait une référence, ici. Donc par exemple, P veut dire que c'est un processeur de chez Intel. 8, c'est la famille de processeurs. Core 5, i7, enfin Core i7, i5, i3, etc. Ça va définir notamment le package, le type de package de boîtier associé au processeur. Et après, très important, ça c'est ce dont on va parler ensemble, la référence qui va suivre. Donc ça c'est une carte mère Intel avec la famille du GPP, du processeur, et H61 c'est la famille du chipset. Donc le chipset, on va en parler ensemble, on va voir ce que c'est un chipset, et quels sont les services qui sont proposés par un chipset. Et ça, très important lorsqu'on fait de la recherche de driver pour une carte mère, c'est la référence qui va suivre. Parce qu'un chipset donné, sur votre carte mère, vous pouvez avoir un contrôleur Ethernet, des contrôleurs USB, etc., un codec audio spécifique. Donc effectivement, MLX, donc ça c'est une référence prise au hasard, hein, et bien ça va fixer les différents jeux de périphériques qui sont embarqués sur la carte mère, ainsi que le nombre de slots, etc. Donc pourquoi je vous présente ça? Ça c'est une référence de chez Asus, hein, c'est vraiment propriétaire de chez Asus. C'est qu'effectivement, à la fin de cette présentation, on parlera un petit peu de comment faire une installation propre d'un système d'exploitation vierge sur un nouveau PC, une nouvelle architecture. Et bien effectivement, lorsqu'on fait la recherche des drivers, et ça peut être important, il est très important de bien avoir cette référence-là, de savoir que chaque caractère de la référence est important. Mais on en reparlera à la fin de cette présentation-là. D'accord, c'est juste un petit conseil dans l'installation en fait, de la mise en place en fait, d'un nouveau système, d'un nouveau par exemple Windows, notamment Windows, sur une carte mère donnée. Donc on avance et on va voir un petit peu ce qu'il y a sur une carte mère. Donc la carte mère qui vous est présentée ici, dans le cours, voilà, en fait c'est celle-ci. D'accord, c'est la même. Donc là on n'est pas en amphi, mais en amphi en fait, en même temps que je présente ce cours-là, eh ben, je vous fais passer en fait cette carte mère pour bien comprendre que chacun des blocs qu'on va voir ensemble sont en fait des composants sur la carte mère, ou sont des groupements de composants sur la carte mère. Donc voilà, la carte mère qu'on est en train de voir, qu'on vient juste de voir en fait ensemble. Donc qu'est-ce qu'il y a comme service proposé par la carte mère? Bien sûr, le CPU, le processeur. Donc le processeur, on revient sur notre carte mère. Le processeur est donc, il est embarqué ici. Et donc, effectivement, il est porté sur ce qu'on appelle une socket. Et donc ici, voilà, là on a notre processeur. Et lui, il est directement en fait mappé sur le composant qui est ici, qu'on appelle un North Bridge, donc un pont nord. Donc on va voir que le nom d'ailleurs a réellement un sens. Donc ça, ce qu'on est en train de voir, c'est une carte mère de Core 2. Et une fois qu'on aura compris en fait les services proposés par une carte mère de Core 2, on ira voir en fait ce qu'il y a sur une carte mère de i7 et quelles ont été en fait les principales avancées technologiques qui ont été réalisées depuis en gros 2008 sur cette famille notamment sur les nouvelles familles de CPU et de cartes mères associées. Donc le North Bridge, pont nord, c'est un bridge, c'est un pont. On ira voir un petit peu ce qu'il y a dans ces ponts-là juste après. Donc en fait, un pont, c'est une passerelle. C'est une passerelle en fait de bus et de protocoles de communication plus ou moins rapides. Ça veut dire que où est-ce qu'on a besoin de performance à notre époque? C'est au niveau du CPU. Donc là-dedans, on va très vite, à hauteur de 1,5, 2, 3 GHz. On a des temps de traitement et des temps d'accès aux données qui sont extrêmement rapides. Mais effectivement, si on veut aller accéder à la mémoire principale, par exemple à votre DDR, ben on va passer par des technologies de bus et de communication différentes. Donc le bridge, en fait, ici, c'est un pont en fait, de passerelle en fait, de protocoles rapides, mais des protocoles un petit peu plus lents. Donc le North Bridge, on va voir qu'il y a un South Bridge, juste en dessous, juste après. Et bien ça, en fait, on va vers des protocoles rapides vers un petit peu moins rapides, notamment, qu'est-ce qu'ils proposent comme service? Un bridge, une passerelle pour accéder à la mémoire principale, à votre DDR, et un bridge pour accéder à votre carte graphique. Si vous en avez un, d'accord, ce n'est pas une obligation, à votre carte graphique. Donc vous pouvez rajouter, en fait, sur votre carte mère, une carte graphique. Donc, si on reprend notre carte mère, ici, hop, votre processeur est ici. Le pont nord, le North Bridge, il est juste ici. Et la DDR, physiquement, elle est très proche. Donc en fait, là on le voit peu ici, mais tout ce qu'on voit ici, ce sont des fils. En fait, ce sont les bus qui vont être directement mappés, en fait, qui font la passerelle entre le processeur et la DDR. Et si on fouille un petit peu, il faudrait fouiller un petit peu sur la carte, on pourrait voir également les bus qui vont du pont nord, du North Bridge, vers notamment le port qui est ici, qui est un port PCI Express, qui permet en fait ici de plugger une carte graphique, donc un accélérateur graphique. Et donc voilà, donc tout ce qu'on est en train de montrer ici sur le schéma,
faut bien comprendre que ça correspond vraiment à du matériel. Donc cette représentation est une représentation fonctionnelle. Donc chacun des carrés des blocs qui sont montrés correspondent bien à des composants sur la carte mère. Donc sur votre carte mère, pour l'instant, on peut la voir comme ça. Effectivement, tout ce que je ne représente pas, c'est toute la glu qui est autour pour générer la cloque et envoyer les différents niveaux d'alimentation. Au niveau fonctionnel, ce n'est pas forcément utile de voir ça. Donc on continue un petit peu, et donc sur votre carte mère, votre pont nord, le North Bridge, il est directement plugué avec le South Bridge, ici, qui est un nouveau composant sur la carte mère, et qui va pareil, donc c'est un bridge, c'est un pont, une passerelle, qui va servir de passerelle de protocole de communication, pareil, encore rapide, vers des protocoles de communication qui sont en général plus lents, comme le PCI, le Serial-ATA, l'USB, ou des protocoles qui sont rétrocompatibles, qui existent depuis que le PC est PC, notamment LPC, ici, qui sont des protocoles de communication en général plus lents. Donc souvent, ce sont eux qui peuvent servir de goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, on va très 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 vite, là, on va déjà un petit peu moins vite, et puis après, plus on descend, et puis plus on va vers des protocoles de communication qui vont être lents. Et donc ces composants-là servent de passerelle, de protocole vers protocole. Donc pareil, le South Bridge, si on reprend la carte mère, c'est un composant sur la carte mère. Donc on a notre processeur généraliste, qui est ici, notre GPP. On a le pont nord qui était ici, dont on vient juste de parler, et le South Bridge qui est juste ici. Et effectivement, tous nos contrôleurs USB, Ethernet, Mac, la plupart sont embarqués ici, et vont servir de passerelle vers les périphériques d'entrée-sortie de la carte mère, qui vont être ici plugués, juste derrière ici, qu'on va trouver en fait en fond de panier de votre PC. D'accord ? Donc effectivement, lorsque vous manipulez un périphérique USB, il y a tout un chemin d'information qui passe par le pont sud, le North Bridge, et après le GPP, le General Purpose Processor. Donc là, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans un South Bridge. Donc celui qui vous est présenté ici, tout simplement, c'est le South Bridge en fait, donc qui s'appelle ICH7 en l'occurrence. Le South Bridge, en fait, de notre carte mère, celle qu'on est en train de voir, en fait. Et si on fait un petit zoom, qu'est-ce qu'on va voir, en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans un bridge? Ben, c'est juste une passerelle de protocole à protocole. Par exemple, ici, si on descend un petit peu, ça, c'est l'interface avec le processeur. En fait, ça, ici, c'est l'interface avec le North Bridge. Et effectivement, ça va servir de passerelle vers du SPI, qui est un protocole de communication plus lent, ou une passerelle vers du SATA, Serial-ATA, ou vers du PCI Express, du PCI, etc., etc. Donc, ce composant, ces bridges, ce ne sont que des passerelles. C'est des passerelles de protocole à protocole. Et effectivement, on part de protocoles rapides pour aller vers des protocoles, après, plus lents. Et ces protocoles-là, effectivement, ils évoluent en fonction des besoins du marché. Donc, on avance un petit peu. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle un chipset? Ce nom-là, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, le chipset. Chipset, littéralement, ça veut dire jeu de composants. Ben, le chipset, sur une carte mère, c'est l'ensemble North Bridge, South Bridge. C'est ça qu'on appelle le chipset. Donc, il faut savoir que toute carte mère de PC actuelle embarque un chipset. Et pareil, le fabricant qui a le leadership sur le marché des chipsets, c'est bien sûr Intel. Parce que tout à l'heure, on a vu ensemble sur la partie marché que Intel avait un gros leadership. Dans le monde du silicium, Intel, voilà, c'est le leader mondial du marché du silicium. Donc effectivement, une grosse part de marché de Intel, c'est bien sûr le marché des processeurs. Mais un processeur, il ne marche pas tout seul. Et ce qu'on trouve sur la plupart des cartes mères, ce sont des chipsets qui sont également des processeurs Intel. Donc effectivement, sur votre carte mère, de processeurs de chez Intel, ben, vous avez le processeur et le chipset qui, qui sont également des technologies en fait, déployées par Intel. Donc pareil, cette notion, le marché des chipsets, c'est un marché non négligeable des volumes et du marché proposé par Intel. Donc effectivement, cette carte mère-là, on a déjà 3 composants qui sont des composants de chez Intel. Donc on avance un petit peu, et là ce qu'on va voir maintenant, ça ce sont des docs de chez Intel, en fait c'est le schéma fonctionnel de ma carte mère, d'accord, celle qu'on est en train de voir ensemble. Et donc de chez Intel, qu'est-ce qu'on va voir ici, effectivement, sur ce schéma-là? On a le processeur qui est ici, qui est plugué depuis une socket, un slot, et effectivement, on va avoir nos différents protocoles de communication, nos différents bus de communication, plus ou moins rapides, et en général, bien sûr, enfin c'est même pas en général, plus on descend dans l'architecture, et plus on va aller vers des protocoles lents. Et là, ce que vous avez ici sont les références en fait, des composants. Donc le composant qu'on a vu juste avant, dans celle qui précède, c'est le ICH7.
c'est le South Bridge de ma carte mère. Et on a vu en fait que c'est un pont, une passerelle de protocole en fait, de communication à protocole. Et ici, on a le pont nord qui effectivement sert de passerelle avec notamment la DDR, ou si on veut, avec un accélérateur graphique, ici. Graphic card, qui n'est pas plugué en fait par défaut sur la carte mère, qu'on peut rajouter en fait sur un slot. Donc PCI, donc PCI Express, ça c'est un protocole de communication. Donc ici, on a effectivement sur notre carte mère le chipset, le pont nord, le North Bridge. Hop, on descend un petit peu, le South Bridge. Et effectivement, on découvre un petit peu les services proposés par notre carte mère. On a notre mémoire principale, qui est ici. Et on a d'ailleurs, sur une carte mère, même à l'heure actuelle, même en 2013, on a ce qu'on appelle les legacy interfaces. Donc ça veut dire des interfaces héritées qui existent en fait depuis que le PC est PC. Donc par exemple, ce composant-là, en fait, toute carte mère actuelle, là, le possède. Donc il peut avoir des noms différents. Il était historiquement appelé Super I/O. Et il peut donc Super I/O, donc I/O c'est entrée-sortie. Il va servir notamment d'interface avec des protocoles de communication hérités qui sont notamment le port série, port parallèle ou le port PS2. C'est-à-dire que même si votre PC portable, à l'heure actuelle, n'a pas de port série, n'a pas de port parallèle ou n'a pas de port PS2, vous pouvez être sûr que votre carte mère embarque ce composant-là. C'est-à-dire que c'est seulement les connecteurs qui ne sont pas sortis, mais toute carte mère actuelle embarque encore les Super I/O pour pouvoir, sur le papier, interfacer en fait, ces deux protocoles de communication. Qu'est-ce qu'on rencontre également là-dessus? Donc ici, tout ça, ce sont des protocoles de communication plus ou moins lents, plus ou moins rapides. Ce qu'on rencontre également ici, c'est le BIOS. Donc effectivement, le BIOS, c'est un petit firmware qui est là, qui est fourni avec la carte mère, qui lui a forcément connaissance en fait de tout ça, l'architecture qui est ici, et vous sert en fait de première interface avec le matériel. Et c'est après le BIOS qui sera chargé, de lancer le système d'exploitation qui aura été installé sur la plateforme. Effectivement, ce petit firmware qui est embarqué là-dedans, dans cette petite mémoire flash, donc, qu'on dit non volatile. En gros, on coupe l'alimentation, on ne perd pas ce qu'il y a dedans. Donc dans cette là-dedans, on embarque le BIOS, qui est en gros une sorte de microsystème qui va permettre de charger en fait, le vrai système d'exploitation qui va partir derrière. Et donc, si on prend notre carte mère, et bien effectivement, dans le schéma, la représentation fonctionnelle qu'on a vue ensemble, chacune des fonctions correspond bien à un composant. Le CPU, le chipset, les slots pour la DDR, le PCI Express, et puis voilà, la génération d'horloge ici, toute l'alimentation est répartie sur toute la carte mère. Le composant Super I/O, donc effectivement, sur cette carte mère-là, donc c'est des cartes mères qui ont été utilisées, nous, en fait, il y a encore très peu de temps à l'école, pour interfacer notamment du port série, port parallèle, donc les ports sont sortis ici. Mais on pourrait très bien trouver la même carte mère avec seulement le composant, sans avoir sorti les connecteurs en fait, derrière sur le fond de panier en fait, de la carte. Et on avance, le BIOS est ici, et puis ici on a le codec audio, donc ce qui est souvent appelé par abus de langage carte son. Donc carte son, c'est un gros abus de langage, hein, vraiment un gros abus de langage. En fait, on appelle plutôt ça un codec audio. Un codec audio, en fait, c'est juste un composant, en général assez rustique, qui sert d'interface en fait, entre des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, et qui est directement interfacé vers le South Bridge, avec un protocole de communication qui peut être plus ou moins propriétaire. Après, ça dépend vraiment des cartes mères et du South Bridge. Et puis voilà, donc là, on a le Mac, enfin le contrôleur Ethernet, qui implémente la couche Mac, et qui va derrière attaquer en fait, les connecteurs directement Ethernet, RJ45. Donc voilà, des slots, et puis ici, on a les entrées-sorties en fait, accessibles depuis le PC. Donc voilà, donc si on prend du recul, effectivement, une carte mère, eh ben, elle nous propose en fait comme service tous les bus, et puis après, certains périphériques sont déjà embarqués sur la carte mère, et puis en tout cas des slots pour pouvoir ajouter de nouveaux périphériques, ainsi que le chipset, qui ne sert en fait que de passerelle, de protocoles de communication rapides vers des protocoles de communication plus lents. Donc avant d'avancer un petit peu cette partie-là du cours, durant l'introduction du cours, on avait rapidement discuté du fait que lorsqu'on travaille en fait dans le monde du numérique, il faut être à l'aise avec les processeurs, c'est essentiel, bien comprendre l'architecture hardware du processeur, et il faut être à l'aise avec les réseaux de communication. Donc les réseaux de communication sont tous ces protocoles de communication qui peuvent être utilisés pour faire communiquer en fait des chips, des composants entre eux. Donc pour faire communiquer un système A vers un système B, on peut avoir des protocoles de communication pour faire communiquer les deux systèmes entre eux.
Et dans le système, on peut avoir d'autres protocoles de communication, souvent différents, pour faire communiquer ces composants entre eux. Donc on va faire juste une petite introduction, mais très légère, sur ces réseaux de communication. Donc dans le monde du numérique et de l'embarqué, les réseaux de communication filaires, donc je ne parlerai pas des solutions non filaires en wireless, donc les solutions filaires, n'importe quel protocole, enfin en tout cas réseau de communication, peut être classé dans une de ces trois grandes familles. Et ces trois grandes familles, notamment ces deux-là, vous allez les rencontrer en fait sur n'importe quelle carte mère de PC, sur n'importe quel PC. Donc, premier protocole, grande famille de protocoles de communication, ou de réseaux de communication, sont les computer bus. Donc, en fait, c'est les bus informatiques. En gros, c'est tout ce qu'on peut rencontrer comme protocole pour communiquer avec un PC. Donc, tous les protocoles qui sont ici, en fait, suivent le marché de la grande consommation, le marché du consumer. Et en gros, ça s'adapte vraiment au marché. Et à notre époque, sur un PC, vous prenez un PC portable à la FNAC, par exemple, ben, en gros, pour communiquer avec votre PC, ben, on n'a plus trop le choix. Il reste en gros deux grands protocoles de communication pour faire passer la donnée, de la data. Je ne parlerai pas en fait des protocoles très spécialisés pour passer de la vidéo, qui sont vraiment dédiés à ça. Donc pour faire passer en fait de la donnée généraliste, ben, en gros, qu'est-ce qu'on rencontre à notre époque? En gros, on a l'USB, avec l'USB 3.0, qui est implémenté en gros sur n'importe quelle carte mère actuelle, et l'Ethernet. Je fais apparaître également historiquement le port série, qui même si on ne rencontre plus sur les cartes mères actuelles, est ultra utilisé dans le monde du développement, souvent à partir de passerelles, ce qu'on appelle les dongles, qui font une passerelle en fait USB vers port série. Il faut savoir que beaucoup de développeurs dans le monde de l'embarqué travaillent en fait avec encore le port série. Il ne faut surtout pas croire qu'il est obsolète. Très loin de là. Il est encore rencontré en 2013, il sera encore rencontré dans 10 ans, le port série. Ce qui fait sa force et sa simplicité. C'est parce que c'est un protocole simple qu'il est encore très utilisé. Et j'ai fait également apparaître le FireWire, qui est le grand, si on peut parler concurrent, de l'USB, mais qui a été spécifié par Mac, ce qui fait que notamment c'est l'une des raisons pour lesquelles on rencontre très peu sur les PC grand public. À titre indicatif, il faut savoir que l'USB, donc ça a été spécifié et c'est toujours spécifié par un consortium. Et dans ce consortium, en fait, on trouve accessoirement Windows et Microsoft, donc qui ont un vrai leadership dans le monde du hardware pour Windows et Microsoft. Microsoft et Intel, qui ont un vrai leadership pour Intel dans le monde du hardware, du matériel, et pour Microsoft dans le monde de l'édition logicielle. Donc effectivement, d'un côté, on a l'USB spécifié par Intel et Microsoft, notamment, plus d'autres boîtes, et FireWire spécifié par Mac, ce qui explique aussi qu'on le rencontre très peu en fait, sur les PC grand public. Et donc, tout ça, en fait, c'est comment communiquer avec un PC. Donc, c'est essentiel pour un ingénieur d'avoir des compétences, notamment sur la partie Ethernet, et puis, si possible, sur la partie USB. Donc, on aura ensemble, en deuxième année, un petit cours sur l'USB. Donc, en gros, de 2-3 heures, c'est vraiment une introduction sur l'USB pour voir un petit peu quelles sont les différentes couches, strates protocolaires proposées par ce protocole-là, et puis voir un petit peu comment il fonctionne, comment a été pensé le protocole. Donc ça, c'est comment communiquer avec un PC. Et maintenant, sur un PC, dans un PC, on peut retrouver en fait enfoui dans l'architecture beaucoup d'autres sous-protocoles. Donc ça, on va parler en fait de protocoles ou bus. Alors là, en termes de topologie des réseaux, ce sont souvent la topologie bus qui est rencontrée. Donc on parle de bus de communication sur des PCB. Donc ce nom-là, vous le reverrez peut-être apparaître dans la présentation. PCB, ça veut dire Printed Circuit Board, ce qu'on appelle un circuit imprimé. Donc vous avez un circuit imprimé. Et sur circuit imprimé, on peut trouver en fait pareil des protocoles, des réseaux de communication, des bus de communication pour faire communiquer des composants entre eux. Donc là-dedans, il y a très peu de... autant dans le monde du PC, pour communiquer avec un PC, il y a deux grands standards, USB et Ethernet. Autant dans le monde des PCB, il y a très peu de standards. Il y a énormément de réseaux qui existent. Il y en a quelques-uns qui ont émergé à notre époque. Mais effectivement, il y a différents bus de communication qu'on peut rencontrer. Donc, dans les faibles débits, en fait, en dessous, on va dire, de 10, 20, 100 mégas, on va retrouver le SPI Li2C, la liaison série, qui est par contre beaucoup plus lente, mais même si elle est beaucoup utilisée à notre époque. Puis, on peut trouver des protocoles de communication un petit peu plus rapides, comme le PCI Express, le Serial ATA, Serial Rapid I/O, etc., etc., etc. Et ici, je mets 3 petits points, parce qu'effectivement, dans ces bus de communication pour PCB, donc pour circuit imprimé, on va trouver beaucoup de standards. D'accord, beaucoup de standards. Dernière famille de bus de communication filaire, dont je vais rapidement parler, mais on n'en parlera pas plus en fait dans ce cours-là, sont tout ce qu'on appelle les réseaux industriels, souvent appelés bus de terrain en France.
Et effectivement, ça c'est des protocoles toujours très robustes, qui respectent tous le modèle OSI, et qui sont vraiment adaptés au milieu industriel. Donc par exemple, on va les retrouver dans les chaînes d'assemblage en fait, dans le domaine de l'automobile, l'embouteillage ou autre. On va les retrouver dans votre voiture, dans l'aéronautique, donc voilà. Mais donc c'est des applications qui sont alors, à l'extérieur, surtout hors contexte par rapport à l'enseignement qu'on est en train de voir ensemble. Donc l'enseignement, je vous rappelle, on parle bien en fait d'architecture PC. Donc les deux grandes familles de protocoles et réseaux de communication qui nous intéressent et qui nous concernent, ce sont vraiment les bus informatiques, comment communiquer avec un PC, et puis les bus sur PCB. En gros, ça veut dire ce qu'on trouve sur la carte mère. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme bus sur une carte mère? Et donc voilà. On va prendre 2-3 petits exemples. Dans les bus de communication, il faut savoir que la topologie bus, en termes de volume, c'est probablement la famille, la topologie la plus rencontrée. Les bus de communication. Donc il existe des bus dits parallèles et des bus dits séries. Donc les bus parallèles, ça a des avantages et des inconvénients. Donc les bus parallèles, le gros avantage, en gros, il y en a en gros qu'un seul, c'est le débit des payloads. Donc payload, ça veut dire données utiles. C'est en gros le débit proposé, enfin le débit en fait sur lequel on peut s'appuyer pour passer de l'information, des données. Donc le bus parallèle, le principe c'est d'avoir plein de conducteurs physiques et de pouvoir passer les données idéalement en un cycle d'horloge, un cycle CPU, pouvoir passer à chaque fois toutes les données en un cycle CPU. Après, il existe différents types de bus parallèles. Les inconvénients, il y en a plusieurs bien sûr. C'est un coût matériel élevé. Donc, pourquoi? Effectivement, il faut router, il y a du cuivre, ça demande du cuivre supplémentaire. Donc ça amène des complexités en termes de routage sur les cartes, notamment sur les PCB. Donc ça apparaît, ça demande des problèmes d'encombrement en termes de broches. C'est assez gourmand en termes de broches côté processeur. Et puis voilà, donc des problèmes de routage et un problème de coût matériel. Donc par exemple pour l'USB, si on prend l'USB 2.0, donc cette norme-là, il y a l'USB 1.1 également, et effectivement, sur un câble USB, on ne passait pas, en fait, on n'avait pas 18, 20, 30 conducteurs. Ça aurait un coût matériel trop gros, vu les volumes brassés par l'USB en termes de conducteurs. Donc on va plutôt, l'USB par exemple, travaille avec 4 conducteurs et travaille du coup avec des protocoles et des bus de communication série. Donc le principe du série, c'est qu'on veut faire communiquer deux systèmes entre eux. Et bien plutôt que de faire passer 10, 15, 20 conducteurs pour passer la donnée, on va faire passer ça sur un ou deux conducteurs. Il existe différentes techniques. Et les données sont passées les unes après les autres. Donc si on veut passer une donnée, par exemple 1, 1, 0, 1, on va passer le 1, puis le 0, puis le 1, puis le 1, etc. Alors que sur un bus parallèle, on pourrait passer en fait toute la donnée binaire, d'un coup. Donc dans le monde des bus série, il existe 3 grands types de familles. Les simplex, en gros, je ne peux communiquer que dans un sens. C'est une communication à sens unique. Le half duplex, c'est le cas par exemple de l'USB 2, du bus CAN, bus I2C, où en fait, avec un support physique unique, j'ai qu'un seul fil, et bien les systèmes vont communiquer chacun à tour de rôle. Donc chacun communique à tour de rôle. Le système A va par exemple poser une question au système B, le système B va après répondre, c'est chacun son tour. Donc l'avantage, c'est que cette solution-là est plus économique en termes de cuivre, en termes d'encombrement. Donc voilà, et effectivement, il existe d'autres solutions comme le full duplex. Donc le full duplex, c'est par exemple ce qu'on va retrouver dans l'USB 3. Donc l'USB 3, en fait, c'est un protocole qui est hybride, parce qu'il supporte toujours l'USB 2 en half duplex. Et en plus, on a rajouté, donc sur l'USB 3, ils ont rajouté d'autres supports, en fait, d'autres liens, qui sont dits maintenant en full duplex, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer des données et de les récupérer en parallèle. Donc l'inconvénient, c'est quoi? C'est que par contre, il nous faut 2 conducteurs séparés. On a 2 chemins physiques pour la donnée, donc c'est plus gourmand en termes de cuivre, concrètement. Par contre, ça offre des débits plus intéressants. Donc il faut savoir que pareil pour les bus série, ces différentes techniques existent, et pareil, il n'y a pas de standard. Certains protocoles travaillent en half duplex, sur les bus série, full duplex, etc., etc. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que même sur la partie bus série, j'ai fait apparaître beaucoup de noms en fait, de protocoles qui vont travailler avec des communications série. Il faut savoir que les bus parallèles sont encore très utilisés. Les bus parallèles sont très utilisés. Comme on a dit, en fait, quand est-ce qu'on a besoin de bus de communication parallèles? Lorsqu'on a besoin de débits très importants. Donc, où est-ce qu'on rencontre les bus parallèles? Tout simplement autour du CPU. Dès qu'on est proche du processeur, proche du cœur, proche du CPU, il faut qu'on aille très vite. Donc, tous les bus pour faire communiquer en fait, CPU vers la mémoire, ou souvent mémoire vers les périphériques, ça va être des bus parallèles. Parce que là, on a besoin de très fort débit. Et dès qu'on va, par exemple, si on parle d'un PC, dès qu'on va quitter le PC, et bien là, on va retrouver des protocoles de communication série qui offrent des débits
moins intéressants, mais qui ont des coûts matériels voilà, qui peuvent être plus intéressants. Donc si on parle un petit peu des bus de fond de panier, et bien là-dedans, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de standard. Donc là, j'ai fait apparaître beaucoup de noms. Il y a quand même quelques grands protocoles en fait, qui ressortent, comme le PCI, PCI Express, le SPI, l'I2C. Mais par exemple, il y a des protocoles qui sont assez ciblés, assez dédiés. Donc par exemple, FSB, DMI, ce sont des protocoles qu'on va retrouver typiquement que sur carte mère PC. D'accord. Là où d'autres vont être un petit peu plus généralistes. SPI, I2C sont ultra rencontrés dans le monde de l'embarqué. Et en fait, sans s'en rendre compte, on les rencontre beaucoup en fait, autour de nous, hein, dans nos poches, dans plein de petites applications autour de nous. Donc le principe de ces protocoles-là, sur PCB, sont des protocoles de communication toujours faible distance. Ce pas des protocoles qui sont faits pour communiquer sur 300 mètres. On va vraiment travailler à l'échelle du PCB, du circuit imprimé, et on va communiquer sur des distances relativement courtes. Enfin, en termes de, donc, par exemple, quelques centimètres ou dizaines de centimètres pour du serial ATA, quelques centimètres pour du PCI Express, on va faire communiquer des cartes entre elles. Et par contre, certains vont offrir en fait des débits très importants. Le problème de ces solutions-là, c'est qu'elles ne sont pas standardisées, elles ne respectent pas de modèle, et lorsqu'on fait une étude, et lorsqu'on étudie un nouveau protocole dans ces familles-là, bah, c'est souvent en fait, elles ne respectent pas le modèle OSI, donc ce mot-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans des cours de réseau. Si ce n'est pas le cas, vous en entendrez parler, c'est sûr. Et c'est souvent en fait, plutôt des descriptions, des descriptions en fait, de spécifications. Et les réseaux informatiques, eh ben, en gros, si ce n'est la vidéo, donc eux je les mets à part, hein, par exemple HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, hormis ces protocoles-là qui sont faits en fait, pour passer de la vidéo, eh ben, là-dedans on retrouve en gros deux grands standards, qui sont en gros l'Ethernet et l'USB pour communiquer avec un PC. C'est d'ailleurs pour ça à l'école que vous aurez des cours de réseau, pour bien comprendre ce qu'on appelle la stack réseau et ce qu'on est capable de faire avec ces stacks-là pour travailler au-dessus de l'Ethernet. Et on aura ensemble un petit cours sur l'USB. Donc maintenant, on a vu une carte mère. On a vu une carte mère de Core 2. Donc c'est une carte mère qui était faite pour communiquer et travailler avec une architecture et une socket pour Core 2. Donc maintenant, on va voir un petit peu quelles ont été les évolutions apportées par Intel, notamment, avec leur dernière technologie, en fait, notamment les Core i7. Donc ça, c'est par exemple une carte mère pour un Core i7, une famille Sandy Bridge, par exemple. Et on va voir un petit peu quelles ont été les évolutions qui ont été apportées. Donc notre carte mère, vue d'au-dessus, voilà, c'est une carte mère. Il y a des composants, il y a du bazar. On ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. On va les voir rentrer un petit peu dans le détail. Donc par exemple, si vous regardez un petit peu la génération, P veut dire que c'est un processeur ici, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est une carte mère de chez Asus, volontairement. P, c'est ici un processeur de chez Intel. Voilà, 8, c'est la famille du processeur. Et B75, c'est le chipset, c'est la référence du chipset. Et "-M", c'est la référence de la carte mère. En gros, le "-M" ici veut dire qu'effectivement, cette carte mère, elle a ces slots-là, elle a le contrôleur, ce codec-là qui est embarqué. C'est ce qui va la différencier d'une autre carte mère qui pourrait avoir en fait le même pros et le même chipset, mais avoir des périphériques et des services différents. Donc le "-M" fixe en fait les services proposés par la carte mère hors processeur et hors chipset. Donc on va avancer un petit peu, et donc voici le schéma fonctionnel en fait, de la carte mère qui vous a été présenté. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, ça c'est une des grosses avancées en fait, qui a été amenée en fait, avec les technologies, notamment avec la famille Sandy Bridge, la famille Core de chez Intel, c'est que si on regarde bien, en fait, si on prend le schéma fonctionnel de la carte mère, ici vous avez donc le socket pour votre processeur, donc votre processeur est ici, et si vous regardez bien, eh ben, il n'y a plus de Northbridge. Le pont Nord n'existe plus. Et en fait, c'est une des avancées qui a été faite, c'est que le pont Nord, le Northbridge, a été embarqué en fait dans le processeur. Ce qui veut dire que dans votre processeur, vous pouvez plugger votre carte graphique directement sur le processeur. Il a directement en fait embarqué dans le processeur, dans la puce, une interface PCI Express. Et vous avez en plus toutes les interfaces en fait ici pour interfacer la DDR. Ce qui veut dire que votre mémoire principale est directement pluguée sur le processeur et votre accélérateur graphique, si vous en mettez un, c'est pas obligatoire, est directement plugué sur pareil le processeur. Par contre, le Southbridge existe toujours, et vous avez toujours cette passerelle, ici, vers les protocoles de communication plus lents, du PCI, du SPI, du SATA, etc., de l'USB. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte mère? On peut voir également, donc ça pareil, c'est des documents de chez Intel. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte mère? C'est quels sont les services qu'elle nous propose par défaut. Donc par exemple, cette carte mère, qui est une carte mère de 2012, hein, donc elle n'est pas vieille,
On a toujours le Legacy I/O, donc le Super I/O, qui reste, en fait, qui permet, si on veut, d'assurer une rétrocompatibilité avec des vieux protocoles. Donc regardez ici, PS2, port série, port parallèle, donc le composant existe sur la carte mère, mais ici, les connecteurs n'ont pas été routés. Donc tout ce qui est en pointillé ici, ça veut dire que ça n'existe, les connecteurs et les composants n'existent pas sur la carte mère. Par contre, l'interface existe ici. Elle y est toujours, sur une carte mère, pourtant, qui est tout ce qu'il y a de plus actuel. Qu'est-ce qu'on a comme service également proposé? Si on fait un petit zoom arrière, c'est également, on a le BIOS. Le BIOS sera toujours là, effectivement. Donc Flash Device, ici on ne le voit pas, mais ici on a le BIOS. Comme service proposé également, on a par défaut le codec audio, ce qu'on appellerait par abus de langage carte son, et une interface Mac Gigabit, ici, donc c'est pour l'Ethernet. Et donc ça, en fait, votre carte mère, voici les trois services qu'elle vous propose. Codec audio, interface réseau, et une interface sur des périphériques hérités, d'accord, depuis des années qu'on rencontre sur toute carte mère. Depuis plusieurs années chez Intel. Et votre Southbridge, qui ne sert que de passerelle avec votre processeur. Donc on prend ça, le Southbridge, on a des slots supplémentaires, donc tout ce qui est en pointillé ici, ce ne sont que des slots. Le Legacy I/O, une extension pour rajouter une carte graphique. On a ici un socket pour rajouter ici votre GPP, votre processeur généraliste. Et si on prend maintenant, on rentre dans le cœur, dans le Core i7, dans votre processeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le die, donc c'est l'empreinte silicium de votre processeur, de votre Core i7. Et qu'est-ce qu'on trouve en fait là-dedans? On a différents corps, voilà, donc on a 4 cœurs. Ça, pour l'instant, c'est assez flou, on verra en fait ce qu'il y a dans chaque cœur plus tard dans la suite du cours. On a de la mémoire, d'accord, L3, on verra ce que c'est, en fait du cache, on en reparlera plus tard. On a un accélérateur graphique, donc ça c'est une avancée en fait majeure qui a été apportée par Intel, par rapport, par exemple, au Core 2, qui n'avait pas d'accélérateur graphique embarqué. Et on a surtout ça maintenant. En fait, ce qui est représenté ici, la partie display, DMI et MISC, donc ce qui veut dire divers, les entrées-sorties divers, ce sont ici, en fait, en gros, le silicium qui est ici, c'est en gros votre Northbridge, votre pont Nord, qui est maintenant, en fait, embarqué dans la puce, dans le processeur. Donc, le gros avantage, c'est que votre pont Nord, maintenant, est embarqué ici. Et le gros avantage, c'est qu'en gros, si on prend notre carte mère, maintenant, eh bien, on n'a plus que le socket pour le processeur, et le chipset, maintenant, ce n'est plus qu'un seul composant. D'accord? Donc ça, c'est une avancée majeure qui a été amenée depuis la technologie de la famille Core 2. Effectivement, une carte mère de Core 2, on avait un chipset à 2 composants. Maintenant, on a un chipset à 1 composant. Donc d'ailleurs, le mot chipset commence à être un abus de langage. Ce n'est plus un jeu de composants. En fait, maintenant, le chipset, c'est plus qu'un composant. Et puis après, les services proposés sont les mêmes. D'accord? Idem avant. D'accord? C'est exactement comme avant. Donc on a le CPU, le Southbridge, la référence qu'on peut trouver. Donc d'ailleurs, la référence, j'en parlais précédemment, la référence, vous la trouverez en fait sur n'importe quelle carte mère que vous pourrez acheter. On va en reparler juste après, ça peut être très important pour faire une installation propre d'un système. Et donc voilà. Et donc maintenant, donc en fait, cette introduction-là, en fait, la partie sur les cartes mères va être finie. Donc là, je voulais seulement vous présenter un petit peu, vous donner 2-3 petits conseils. 2-3 petits conseils, si vous voulez faire, vous avez un PC qui vient d'arriver, donc c'est un PC de chez HP, et HP, bien sûr, comme n'importe quelle société d'assemblage de PC, ils vont vous proposer un Windows avec, et sur leur Windows, ils auront installé plein de trucs, d'accord, plein de solutions logicielles de chez HP. Si ça ne vous plaît pas, que vous voulez réinstaller votre Windows, un Windows vierge sur votre PC, eh bien voici 2-3 petits conseils pour faire ça proprement. Donc premier truc à faire, vous avez votre PC, vous refaites une installation de votre Windows. Donc premier truc à faire, vous installez votre Windows, le périphérique réseau sera normalement reconnu, et puis vous lancez une mise à jour. D'accord? Bien sûr, c'est si le contrôleur réseau est reconnu. Et puis tout de suite, vous allez voir le gestionnaire de périphériques de votre sous Windows. Donc là, il va vous lister en fait tous les périphériques qui auront été ou pas reconnus. Donc si vous avez de la chance, ils auront tous été reconnus, ou sinon, vous allez voir un petit triangle jaune pour vous dire, votre Windows il va vous dire, ça je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est comme périphérique. Donc ça, vous aurez souvent des mauvaises surprises. À partir d'ici, donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour un Windows d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire ici, si vous travaillez sur un Linux, et que vous installez un Linux, pour Linux, il n'y a pas trop de choses à faire. Vous installez Linux, vous croisez les doigts, et vous espérez que votre Linux est reconnu de tout votre matériel. Donc en général, ça marche plutôt bien. Parfois, on peut avoir des mauvaises surprises, notamment sur des cartes Wi-Fi externes.
où effectivement votre système, votre Linux, peut ne pas reconnaître le périphérique qui aura été rajouté. Dans ce cas-là, il existe quelques techniques, je vous laisserai fouiller sur les forums, qui valent ce qu'elles valent, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Moi, souvent, ça ne marchait pas. et donc voilà, mais si on continue sous Windows, ça, sous Windows, vous n'aurez pas trop de problèmes, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que l'un des gros avantages des architectures x86, et notamment du système Windows, c'est que vous pouvez en fait retrouver une large jeu de drivers. En gros, n'importe quel fabricant de périphériques vous fournira les drivers pour Windows. Donc la seule chose qu'on a à faire, après avoir installé en fait votre Windows, eh ben, c'est d'aller chercher en fait les périphériques de votre carte mère. Donc un petit conseil que je vous donne, c'est que même si votre Windows donne l'impression d'avoir reconnu tous vos périphériques, eh ben, allez quand même refaire une installation des drivers par-dessus. Parce que peut-être qu'il va reconnaître vos périphériques, mais qu'il ne gérera pas en fait à 100% toutes les ressources du périphérique. Donc rien ne vaut en fait une réinstallation par-dessus des drivers de votre carte mère, de tous les périphériques de votre carte mère, pour assurer voilà, une bonne compatibilité avec votre matériel. Donc par exemple, si on reste chez Asus, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pour Asus. Bien sûr, la démarche est exactement la même pour n'importe quel fabricant de carte mère, d'accord, que ce soit HP ou autre, ça sera exactement le même principe. Donc vous allez chez Asus, d'accord, voici le chemin. Donc voilà, et vous arrivez sur cette fenêtre-là, donc Asus Download, et puis vous n'avez plus qu'à faire la recherche de votre carte, de vos périphériques. Donc on va aller voir ça. Donc on arrive sur cette fenêtre-là, et c'est là, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est là où c'est très important, lorsque vous recherchez un modèle de carte mère, que vous recherchez des drivers, tous les noms, en fait, tous les caractères de la référence sont importants. Si votre carte mère, c'est une P8B75-M, ou une MX, par exemple, il faut bien mettre MX, d'accord? Parce que rappelez-vous, hein, c'est les caractères qui vont suivre ici, qui vont fixer, en fait, le jeu de service de périphérique proposé par la carte mère. Donc si ce n'est pas la bonne référence, ça devrait peut-être marchouiller, mais sûrement que tous vos périphériques ne sont pas reconnus. Et donc après, une fois que vous faites ça, ben vous dites, voici ma carte mère, je l'ai retrouvée, c'est celle-ci, P8B75-M. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé ma carte mère. Vous cliquez dessus et vous allez faire une recherche de driver. Donc vous allez rechercher les drivers pour, par exemple, un Windows 7 64 bits. C'était le cas, moi, pour ma machine, d'accord, pour mon PC. Et après, on descend et vous allez tomber sur une liste de fichiers. Voilà. Et bien là, il faut installer maintenant tous ces fichiers. Donc il peut y en avoir beaucoup, ça peut prendre du temps, il faut compter 20 minutes, une demi-heure pour tout installer. Mais maintenant, allez installer maintenant tous ces fichiers-là, commencez peut-être par le chipset, et puis après, installez en fait tous les fichiers ici, qui sont les drivers en fait de votre carte mère. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez prêt à utiliser votre système. Donc je répète, installation de l'OS, lancer une mise à jour du système, et puis après, réinstallation par-dessus des drivers pour que votre OS, votre système d'exploitation, reconnaisse bien tout le matériel sur lequel il va travailler. Et puis après, il n'y a plus qu'à. D'accord? Il n'y a plus qu'à commencer à installer vos logiciels. Vous commencez par Java, Flash, un nouveau navigateur. Et puis après, voilà, vous êtes prêt à faire une installation propre en fait, de votre système. Donc à ce niveau-là du cours, donc, dans l'introduction, on a vu quels étaient les grands acteurs du marché. D'accord? On a vu qu'on allait parler en fait jusqu'à la fin du cours, notamment de technologie Intel. Petit à petit, on va commencer à parler de technologies d'OS qui vont être en fait des technologies Linux. Donc maintenant, on a vu quels étaient les grands services proposés par une carte mère. On a vu dans les grandes lignes, vu du dessus en fait, ce que l'on pouvait trouver sur une carte mère. Et bien maintenant, on va passer beaucoup de temps, on va vraiment rentrer dans le détail, on va passer beaucoup de temps sur le CPU, le processeur, le GPP, le General Purpose Processor. On va vraiment voir ce qu'il y a dedans, notamment ce qu'il y a dedans sur les technologies actuelles. On va vraiment voir ensemble ce qu'on appelle le pipeline matériel de la famille Sandy Bridge. Et puis après, on va passer du temps sur la mémoire. Donc sur notre carte mère maintenant, c'est volontairement pour des problèmes de temps. Je ne parlerai plus des périphériques, des techniques de communication avec les périphériques, et je vais vraiment m'attarder en fait sur la découverte du CPU et la découverte des techniques de gestion et protection mémoire. Donc comment en fait dans le CPU, il y a une unité qui s'appelle la MMU, ce qui veut dire Memory Management Unit, voir un petit peu quels sont les services proposés par cette MMU et voir quels sont ce qu'elle nous propose comme service et comment nous on peut travailler avec. Par exemple, je vais vous parler d'un point qui va tous vous parler, je pense. Dans vos TP de première année, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu un segmentation fault. Ils ont écrit des bêtises dans leur code, ils ont compilé ça, ils ont testé leur code, et puis tôt ou tard, il y a eu segmentation fault. On ira voir ensemble
comment votre processeur est capable de relever cette notion d'accès illégaux à la mémoire. On va voir que c'est souvent lié à ça. Et comment votre système, votre OS, va être capable d'arrêter votre tâche, votre processus à vous, votre programme, pour faire en sorte que tout votre PC ne s'arrête pas, que seul votre programme s'arrête. Mais on va voir que pour faire ça, votre système d'exploitation, votre Windows, votre Linux, travaille conjointement avec le processeur. Donc à partir de maintenant, on passe du temps là-dessus et là-dessus. Donc on va passer beaucoup de temps sur la partie CPU et beaucoup de temps sur la partie mémoire, notamment mémoire principale, et voir comment les deux, en fait, travaillent entre eux. Donc pour la partie CPU, on va découvrir plusieurs choses. On va découvrir la notion d'assembleur, de langage d'assemblage, voir quelles sont les instructions plus ou moins élémentaires supportées par votre processeur. Et une fois qu'on aura compris ça, qu'est-ce que lui il est capable de faire, on va rentrer dans le détail et on va voir en fait, on va découvrir le pipeline matériel du processeur. Ça veut dire pipeline matériel, c'est quels sont le nombre de traitements qu'il est capable de faire en parallèle. On va voir qu'il y a un très fort niveau de parallélisation en fait, dans ces processeurs-là, mais on va rentrer dans le détail. Et une fois qu'on aura compris comment travaille le processeur, on ira voir comment votre processeur est capable de manipuler et de gérer la mémoire avec des concepts qui sont essentiels. On parlera de segmentation mémoire, on parlera de pagination mémoire. On verra que la segmentation est très peu utilisée à notre époque. Elle est encore utilisée pour les soucis de protection. Par contre, la pagination est extrêmement utilisée. Donc on parlera de pagination mémoire. Et après, on verra des techniques de gestion de la pile, comment votre compilateur, votre chaîne de compilation, conjointement avec le processeur, est capable de gérer la pile. Donc ce mot-là, je pense que, ou ce qu'on appelle la stack, ou les stacks, ce mot-là, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Le but du jeu, c'est vraiment de démystifier ça, de bien vraiment comprendre ce que c'est une pile, ce qu'on trouve dedans. On parlera également du tas. Et donc voilà. Et donc on parlera de tout ça. Donc maintenant, sur la carte mère, on a vu quels sont les grands services proposés vus d'au-dessus. Maintenant, on rentre dans le détail. Donc merci encore pour votre attention pour cette partie-là. Et puis on va continuer dans la suite du cours.